Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Au cœur du débat, avec Angélique Souche sur NC Première. Incivilité, bagarre et autres actes de violence, dans quel climat enfants et enseignants évoluent-ils aujourd'hui dans nos écoles? Question au cœur du débat ce vendredi. L'agression cette semaine d'une directrice de collège par un élève de 13 ans est-elle un épiphénomène? Les phénomènes de violence ont déjà défrayé la chronique l'année dernière. Les réponses apportées portent-elles leurs fruits? Pour en parler ce midi, 4 invités. Jean-Charles Ringard, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, bonjour. Bonjour. Francis Modéran, vous êtes le principal du collège de Tuban. Bonjour. Jean-France Toutiquian, non pas président, mais membre de l'UGPE pour les parents d'élèves. Bonjour. Et puis Larry Coma-Martin, vous êtes sociologue spécialiste de la jeunesse. Bonjour, oui. Merci à tous d'avoir accepté cette invitation. Alors même si l'objectif, encore une fois, de l'émission n'est pas, bien plutôt de dépasser le fait divers de cette semaine, une question quand même à vous qui êtes au cœur finalement de cette école calédonienne. Est-ce que vous avez été tout simplement surpris par l'acte d'une violence quand même particulière, un élève qui frappe au visage, qui donne un coup de poing à une directrice de collège? Francis Modéran, évidemment, je vous pose la question. C'est une collègue qui a donc été victime. Est-ce que vous avez été tout simplement surpris? On ne peut qu'être surpris, choqué, effaré d'un tel acte de violence de la part d'un enfant, parce qu'il s'agit là d'un enfant. Et bien évidemment, les personnels de direction, comme l'ensemble des personnels de l'éducation en Calédonie, n'ont pu, je pense, qu'être choqués et surpris. Par-delà que fait, notre exercice professionnel du quotidien ne change pas. Les conditions, nous les réunissons avec les équipes pour prévenir ce genre d'événements extrêmes. Est-ce que, Jean-Charles Ringard, cet événement-là, justement, est-ce que finalement il était de l'ordre du probable? Est-ce qu'il peut se passer partout? Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit finalement du climat quotidien de nos écoles? Alors, avant de répondre à votre question, je vais quand même réagir, moi, quand même, sur le fait divers. Oui. Bon. Et vous donner un petit peu mon analyse sur la manière dont les choses se sont passées. Parce que je pense que c'est à partir de ces éléments-là qu'on peut sans doute essayer de faire quelques déductions et essayer, pour le coup, de répondre précisément à votre question. L'agression, c'est d'abord l'agression d'une femme. L'agression, c'est ensuite l'agression d'une autorité, une chef d'établissement. Et ensuite, c'est une agression qui se passe dans un lieu symbolique, qui est un établissement scolaire. Quand vous rassemblez ces trois éléments, une femme est agressée, une autorité est agressée, ça se passe dans un lieu public qui a une portée symbolique forte puisque c'est un lieu de formation. Évidemment, on ne peut être que choqué et surpris. Mais en présentant les choses de cette manière-là, je souhaite aussi qu'on prenne conscience du symbole qu'il y a derrière ce fait dit divers. C'est quand même pas anodin. Ça veut dire que ce garçon qui est aujourd'hui accompagné par la protection judiciaire de la jeunesse et de l'enfance. Je souhaite qu'effectivement, on puisse prendre conscience de ce qui s'est passé. Malgré tout, je reviens tout de suite et j'aimerais là que déjà vos co-invités réagissent. Encore une fois, peut-être Monsieur Modéran, mais quand vous mettez comme premier élément d'identité entre guillemets de la victime que c'est une femme, c'est-à-dire que pour vous c'est l'élément déterminant et que un directeur homme n'aurait pas été frappé de la même façon. Non, c'est pas forcément l'élément déterminant. Je veux simplement dire que des limites et des barrières ont été franchies. On fait une agression dans un lieu public qui est un établissement public d'enseignement. Donc une barrière a été franchie. La rue vient dans l'établissement, et réciproquement, je dirais même, dans certains égards. On agresse une autorité, qui est une chef d'établissement, qui incarne une autorité. Une autorité, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est autocrate. C'est qu'elle incarne forcément du droit et des devoirs. C'est ça la notion d'autorité. Qui plus est, cette personne est une femme. C'est ça que je veux signifier. Ça veut dire que ce garçon n'a pas trouvé limite. Ou en tout cas, il n'a pas les limites auxquelles, dans une société qui est censée vivre ensemble, finalement, on est dans la transgression complète. C'est ça que je veux dire.
Il n'y a plus de limite. On est dans la transgression, femme. On est dans la transgression de l'autorité. On est dans la transgression des édifices publics. C'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre à ce garçon. Mais au-delà, vous avez raison, du fait divers, y a-t-il des situations qui sont aussi symboliques et aussi graves ailleurs? Non. Restons là raisonnés. Oui, soyons très clairs. Les gens qui nous écoutent sont probablement parents, tontons, Je vais essayer de vous donner des chiffres. La question, c'est est-ce que ça peut se passer dans l'établissement de mon enfant? C'est un fait isolé, heureusement. C'est un fait isolé, heureusement. Depuis la rentrée 2016, c'est le seul fait de cette nature-là. J'observe que, et vous le savez sans doute, nous mettons en place depuis quelques années un dispositif dit de signalement des incivilités. Alors, ce que je peux noter, c'est à cette période de l'année, on est ici donc là, c'est je précise, c'est un dispositif informatisé, voilà, donc des ça. statistiques des violences. Donc oui, objectivement, depuis le 15 février 2016 jusqu'à aujourd'hui, on a une augmentation des incivilités de 5%. C'est ça la réalité des faits. Le chiffre, c'est quoi? On est à 136 situations signalées. Bon. Donc une augmentation juste de 5% par rapport à l'année dernière. Mais ce qui est intéressant, pardon de le dire ainsi, mais alors qu'on est dans le cadre d'une augmentation relative, ce qu'il faut observer, c'est que les atteintes aux personnes ont augmenté, elles, plus que d'autres. Il y a relativement une baisse des atteintes à la sécurité des établissements. Il y a relativement une baisse d'atteintes aux biens, mais par contre, les atteintes aux personnes ont augmenté significativement. Donc, est-ce que je caricature si je dis que les faits sont plus graves? En tout cas, il y a ne sont pas forcément beaucoup plus nombreux, mais en tout cas, ils sont plus violents? Sur les faits graves, vous avez raison de le quantifier, y compris de lui donner une graduation. On n'a pas spécialement aujourd'hui, sur la base des informations que nous possédons, on n'a pas un volume de faits graves plus important que l'année dernière. Mais en revanche, à travers l'exemple qu'on vient de vivre là, sur le collège de Dimbéa, c'est l'analyse qu'il est nécessaire que nous fassions, institutions, professionnels, parents, familles, à travers cet exemple, que je ne veux pas stigmatiser, dont je mets une portée relative rapportée à l'ensemble. Mais pour autant, il traduit un niveau de transgression qui doit nous interroger. C'est ça que je veux dire. Jean-François Tiquian, vous êtes parent d'élève, vous-même à titre personnel, parent d'un élève au collège. Cette notion de transgression, ce pic de violence et finalement ce climat général, comment vous le percevez? Alors, c'est vrai que je suis parent d'élève, je suis aussi membre de l'UGPE. Moi, je peux vous dire que toutes les années, ces pics de violence, on les vit, nous, au niveau de l'UGPE. On les vit par le biais des parents d'élèves et des jeunes. Là encore, j'arrive ici dans le studio, mais avant j'étais à l'UGPE avec une maman et son garçon qui a été mis dehors par mesure conservatoire. Parce qu'il y a eu une bagarre dans un parc un peu à 500 mètres de l'établissement. Le chef d'établissement a eu vent de la bagarre et a décidé de renvoyer l'élève. Donc ça, on le vit, mais quasiment toutes les semaines, nous. Là, je peux vous dire que pour que le climat devienne serein, il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de chefs d'établissement qui revoient leur façon de fonctionner. Il y a des chefs d'établissement qui savent faire, il y en a qui ne savent pas faire. Alors, il y en a qui énervent les parents, il y en a qui énervent les élèves, qui pointent les parents du doigt, et des fois les parents sont à deux doigts. Donc, quand j'entends que c'est un fait isolé, moi je peux vous dire qu'en Calédonie, on frôle la catastrophe quasiment toutes les semaines. Toutes les semaines, ça peut arriver, ça. Ce qui s'est passé à Dimbéa-sur-Mer. D'ailleurs, l'établissement de Dimbéa-sur-Mer, nous, on en entend parler depuis pas mal de temps. Et je pense qu'il va y avoir la création d'un GPE là-bas sur place, parce que ça fonctionne pas du tout bien, cet établissement. Ce que je voudrais dire aussi sur le cas de Dimbéa-sur-Mer, c'est qu'on a très mal réagi, nous, au niveau de l'UGPE. Alors, je sais pas si c'est monsieur le vice-recteur qui a évoqué, ou si c'est la journaliste ou le journaliste sur un de ses premières. En présentant le jeune, il a été fait mention de son origine géographique, en disant, en l'occurrence, que c'était un jeune d'Ouvéa. Qu'est-ce que ce genre de renseignement a à voir? Qu'est-ce que ça apporte? Il faut arrêter de stigmatiser les faits. Dans les faits, il était question, on va aller au bout, ce jeune-là avait été renvoyé de 2 établissements déjà, et la réunion du jour portait sur sa future intégration justement de l'établissement d'Ouvéa, le
Monsieur Ringard, vous me corrigerez si je me trompe. J'aimerais qu'on vous entende, Larry Coma-Martin. Je rappelle que vous êtes sociologue. J'insiste pour qu'on évite les stigmatisations sur les endroits, sur les communes où c'est pénible. Les gens réagissent très mal. En tout cas, nous, au niveau des parents d'élèves, on ne l'accepte pas du tout. Justement, sur ce climat-là interne à nos écoles, pour vous, il est vraiment le fruit, j'allais dire, d'une problématique du fonctionnement de notre éducation nationale, ou est-ce que finalement, on l'a déjà un petit peu abordé, c'est la croisée, c'est la société qui s'invite à l'école, etc. Eh bien justement, oui. Par rapport à cela, pour expliquer un petit peu le climat, lorsque quelqu'un a commis ce genre d'acte, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont se situer par rapport à la façon dont ils vont le punir, et il y a ceux qui vont chercher ce pourquoi il a réalisé ce genre d'acte. À mon niveau, moi, je me situe en amont, c'est-à-dire à tenter d'expliquer ce fait. Et pour expliquer ce fait, la première des choses, c'est de savoir est-ce que les frontières entre l'école et la société sont très épaisses ou justement elles sont fines. Je ne crois pas qu'il y ait une différence. L'individu qui vient à l'école vient avec ses humeurs, ses représentations de la vie, ses valeurs, ses principes et ses normes à l'intérieur de l'école. Et son histoire. Et son histoire, je pense qu'il y a un chevauchement des mondes, oui. Son histoire, c'est tout aussi important. Bien souvent, lorsqu'on attaque ce genre de symboles, je parlerai de symboles, on se souvient qu'il y avait des écoles aussi qui ont été brûlées, je le prends comme des espèces d'indicateurs. Et quel genre d'indicateurs ? À l'heure actuelle, lorsqu'on regarde un petit peu les caractéristiques de la jeune génération, il s'agit peut-être d'une difficulté, ou du moins d'un grand questionnement quant à son positionnement, c'est-à-dire la capacité à se concilier avec soi-même, la capacité à s'inscrire avec son environnement social et naturel. Donc on ne sait pas où est-ce qu'on se situe. Et donc à partir de là, le meilleur moyen pour se faire entendre, c'est de contraindre l'autre. Donc ça peut se faire sous forme de différents degrés de violence, ne serait-ce que traverser la route pour immobiliser l'automobiliste ou donner un coup de poing. Oui, voilà. C'est un moyen un petit peu de se décharger peut-être de son vide intérieur. Voilà. Francis Modéron, vous reconnaissez, j'allais dire, pas vos élèves, surtout, je ne généraliserai pas, mais quelque chose de la jeunesse que vous avez dans votre établissement, dans ces paroles de cette perte de repères et finalement qui est génératrice de violence au quotidien ? Oui, non, mais tout à fait. Et dans chacun de nos établissements, je pense qu'on peut confirmer le propos de M. Kaoma, des élèves déstructurés, mis à de multiples stimuli autres que les stimuli que nous avons, nous, connus de la relation à l'adulte, de la relation au référent père ou à la mère, de la relation à l'école, tout simplement. Nous en avons tous qui sont effectivement un petit peu perdus dans ce système. C'est pour ça, d'ailleurs, que notre champ d'action se situe dans les préalables à l'acte éducatif utile et bien reçu, c'est-à-dire effectivement dans ce qui va constituer les éléments de la prévention. Je parle là d'éducation à la culture, aux arts, au sport, aux sciences et techniques, à la citoyenneté. Il y a beaucoup à faire pour rendre les élèves en situation de se retrouver dans leur collège. Et effectivement, nous avons chacun notre lot d'élèves qui en font plus loin, parce qu'ils viennent dans l'école avec leur histoire personnelle, faite de difficultés, faite d'expériences très différentes les unes des autres. Et effectivement, nous devons prendre ça en compte si nous voulons réussir avant de songer à l'acte éducatif. En tout cas, il faut penser à prévenir plutôt que remédier, et on y reviendra, j'espère. Est-ce que c'est votre rôle ? C'est la question. Alors, on n'invente pas l'eau chaude, c'est une question récurrente. Quel est le rôle des parents ? Quel est le rôle de l'école ? Quel est le rôle de l'adulte éducateur dans la société en général ? Mais est-ce que l'école aujourd'hui est armée face à des enfants qui seraient aussi déstructurés socialement ? D'abord, notre école, qui est l'école publique de la Calédonie, elle a vocation effectivement à accueillir dans un collège commun chacun de nos élèves, et nous n'avons, nous, pas d'état d'âme à avoir vis-à-vis de cette école qui doit accueillir et réunir. Effectivement, il y a bien longtemps que l'on a dépassé l'idée selon laquelle la fonction de l'adulte dans l'établissement scolaire était simplement de transmettre des savoirs, d'enseigner, et la notion d'éducation va de pair aujourd'hui pleinement
et je dirais même qu'elle précède tout acte d'enseignement et qu'est l'objet notamment de nos projets d'établissement. Et je dois dire que nous avons une batterie d'outils, de stratégies à notre disposition qui est relativement large pour concourir peu à peu à réduire ces écarts qu'il y a entre les enfants dont vous nous parlez, qui doivent être le cœur de nos préoccupations et la valeur moyenne connue d'un établissement d'enseignement public. Jean-Charles Ringard, justement, ces outils, soyons concrets. Alors, l'année dernière, il y a eu un certain nombre, notamment de bagarres collectives assez impressionnantes avec des blessés, des enfants blessés. Donc, il y a eu une prise de conscience quelque part et puis beaucoup d'annonces. On a parlé de caméras de vidéosurveillance, on a parlé aussi d'enfants médiateurs au sein des établissements. Aujourd'hui, tous ces outils, quel est le bilan que vous en dressez ? Oui, alors je vais quand même réagir au propos de M. Toutikian. Sur l'établissement particulier de Dimbéa-sur-Mer. Non, que l'UGPE considère qu'il y ait des chefs d'établissement qui, selon vos critères, ne soient pas à la hauteur des situations, des événements, c'est votre point de vue. Ce n'est pas le mien. Je considère au contraire, et je souhaite ici honorer l'activité des personnels de direction. Je souhaite au contraire dire que la multiplicité de leur activité, la manière dont, globalement, sur l'ensemble du territoire, établissement privé comme établissement public, ils se comportent, honore le métier. Aucun des chefs d'établissement, que je sache, n'a pas vocation et n'a pas l'ambition d'aider tous les enfants, quels qu'ils soient. Alors qu'il puisse y avoir, ici ou là, une incompréhension, ça peut tout à fait s'entendre, mais que cette incompréhension ne fasse pas opprobre sur l'ensemble de la corporation, si je puis dire, et puisse être résolue en toute sérénité. Quand vous parliez tout à l'heure de stigmatisation, permettez-moi de vous renvoyer aussi le même argument. Je n'ai pas généralisé, monsieur le vice-recteur. Non, on est d'accord. Donc du coup, mais je vais quand même le souligner dans le contexte d'aujourd'hui. C'est-à-dire, dans un contexte où il y a des situations complexes, nous avons davantage avantage à partager, à trouver sens commun, à trouver point d'équilibre pour qu'ensemble on trouve des solutions. Dans une problématique comme celle-ci, comme l'a dit notre collègue sociologue, et je vais répondre à votre question sur les outils, vous voyez bien que le problème, c'est pas simplement un problème de l'école. Le problème, c'est pas simplement un problème de personnel de direction, ni même d'enseignants. On doit avoir une approche davantage plurielle. La coopération avec les familles est essentielle. Dans ce type de situation, la coopération avec les familles est essentielle. Et vous savez bien que on ne trouvera solution que si, entre institutionnels, on arrive aux outils. Institutionnels, exemple, police, justice, éducation nationale. Les institutionnels d'un côté, les familles auxquelles vous devez être clairement associés, et naturellement les élèves eux-mêmes, on a là une obligation, si je puis dire aujourd'hui, à travailler plus qu'hier à la recherche de solutions. Alors sur les outils, on va justement commencer sur cette relation avec les familles. C'est l'un des objectifs qui était affiché. Est-ce qu'on a progressé ? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les familles se sentent plus chez elles à l'école ? Sur la recherche de solutions, je vais vous donner 3 exemples très concrets. Pardon, je vais être précis pour répondre à votre question. La première, je vais prendre la participation des familles. Moi, j'observe sur le terrain, j'observe dans les collèges et les lycées, que depuis que les familles sont largement associées dans le cadre des conseils d'administration, on a fait en sorte, grâce aux initiatives du gouvernement, et à l'instar de Mme Niekaoué, de composer les conseils d'administration avec des représentants des aires coutumières. Là où ça fonctionne, ça produit objectivement des effets. Ça produit notamment les effets d'une participation plus active des familles à la vie des établissements. Deuxième exemple. Et là, je vais parler des outils par rapport aux événements que vous avez cités tout à l'heure. Nous avons signé au mois de avril, une convention avec la police nationale ici. Pourquoi on a signé une convention avec la police nationale ? Parce que ce qui se passait sur Escoffier, bref, le quartier de l'Artillerie, pour citer une situation plus large, on a considéré que il était nécessaire que dans tel ou tel lycée, des changements soient opérés, notamment sur l'accompagnement des élèves, sur l'organisation du projet de vie scolaire, sur la présence des adultes à la sortie, sur la présence des adultes à l'entrée des élèves les matins. Bon, on a convenu de cela, mais au-delà de ce périmètre-là qui est propre
au périmètre strict de l'établissement, c'est clair qu'il faut qu'il y ait une présence là où c'est nécessaire, là où il y a des enjeux ou des risques potentiels de violence, qu'il y ait une présence policière. Donc, avec la police nationale, on a convenu que des îlotiers devaient être présents, voire parfois, effectivement, effectuer une présence avérée auprès des jeunes. Troisième exemple d'outil. Quand on voit aujourd'hui, à travers, sans stigmatiser, mais l'étude de cas est toujours intéressante à analyser. On voit bien que la situation de ce garçon, elle ne peut pas, à elle seule, trouver réponse à l'intérieur du collège, quelle que soit la qualité du collège de Dambéa et quelle que soit la qualité d'autres collèges, dont notamment celui de Tuban, puisque notre collègue Modérant est là. On voit bien que trouver solution à ce garçon, c'est à la fois adapter ses conditions d'accueil dans le collège, donc là on est dans la sphère pédagogique, mais il y a aussi un besoin éducatif. Ça veut dire que ce garçon-là, en dehors du temps scolaire, doit être accompagné. La famille doit être accompagnée. Donc là, ça veut dire qu'on a un accompagnement, en particulier avec la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, mais aussi, qui est éducateur, il est clair que une partie de la résolution du problème, dans ce cas très précis, suppose que nous ayons des partenariats beaucoup plus denses entre police, justice, éducation nationale, les autorités institutionnelles, provinces et gouvernements, et à travers ces autorités institutionnelles, je pense en particulier à la protection judiciaire notamment, et les familles. C'est cet ensemble-là qui, au cas par cas, au-delà des accords généraux, il nous faut des accords généraux. Il nous faut des cadres conventionnels de partenariat. Et ensuite, des transpositions très localisées, parce que le cas de ce garçon, c'est pas le cas d'un autre garçon, etc. Après, on a chacun, effectivement, des réponses individualisées à trouver. Est-ce que, Jean-François Toupiquian, est-ce que vous sentez que ces outils-là, pour vous, le vice-recteur défend leur efficacité peut-être pas à pas? Est-ce que vous avez la même analyse? Oui. Tout à fait. On a la même analyse. Il faut fonctionner en partenariat parce que les situations sont à chaque fois complexes et vraiment différentes. Prenons les cas l'année dernière de Petro Atiti qui s'était enflammé, les établissements de Païta, le collège Porte de Fer, ce qui n'est pas encore totalement résolu. Voilà, c'est vraiment en travaillant tous ensemble. Et par exemple sur Porte de Fer, je crois que le travail continue avec l'initiative de la ville de Nouméa qui continue à faire des réunions sur place. Mais vraiment, il y a des fois des situations, mais c'est hallucinant. Par exemple, on apprenait qu'au lycée Escoffier, il y a un restaurant d'application. Des fois, les élèves internes, les jeunes filles internes, travaillent au restaurant d'application, terminent à 10h, 11h du soir, et elles ne peuvent pas rentrer à l'internat. Parce que l'internat est fermé. L'internat est fermé, parce qu'elles ont loupé la rentrée, mais c'est normal, elles étaient avec leur enseignant au restaurant d'application. Mais il y a des situations comme ça, mais c'est hallucinant. Donc on a été informés, nous, par des parents furieux qui ont mis leur enfant à l'internat parce qu'ils sont en brousse ou aux îles, et ils ont appris que des fois leur enfant a dormi chez une copine, ou des fois a passé la nuit dehors. Mais alors quand on entend parler de climat scolaire, moi je veux bien qu'on salue les chefs d'établissement, bien sûr ils ont du mérite, mais il y a quand même des choses qui tournent pas rond, et ça il faut le dire clairement. Il y a quand même la sécurité des enfants avant tout. Et il y a trop souvent des enfants qui sont en insécurité dans les établissements scolaires. Moi, j'aimerais qu'on fasse aussi la différence dans tous ces phénomènes de violence et de climat scolaire entre les relations entre les jeunes eux-mêmes, parce qu'il y a énormément de bagarres qui concernent les jeunes entre eux. Et là, je pense qu'on n'est pas forcément très bien outillé au niveau des personnels enseignants et au niveau des personnels de direction, parce qu'ici, il y a quand même, entre les ethnies, des tensions quand même très importantes, qui des fois se passent assez bien, qui se règlent, mais des fois, ça dérape très vite. C'est ce qu'on a eu l'année dernière, par exemple, sur Petro Atiti. Et c'est ce qu'on risque d'avoir dans n'importe quel établissement, à n'importe quel moment. Et après, il y a les tensions entre les jeunes. Monsieur Modérant disait tout à l'heure, c'est un enfant, 13 ans. D'accord, c'est un enfant, mais c'est quand même déjà un adolescent. Donc il est plein de pulsions, il est plein de vie, plein de joie, plein de rancœur, ce que vit le bouleversement de l'adolescent. Et avec l'autorité dont on a parlé tout à l'heure, l'autorité de l'enseignant, de l'éducateur. Donc il me semble, il y a ces deux formes de
de problèmes qui sont différents et sur lesquels on a vraiment tous besoin d'une formation particulière ici et d'une approche particulière. Larry Coma-Martin, oui. Comment l'école pourrait-elle prendre en compte, peut-elle prendre en compte ces crispations ethniques ou sociales, ou les deux confondus parfois ? Peut-être en analysant la nature des rapports sociaux. La nature des rapports sociaux, à l'heure actuelle, se fait toujours en opposition. Il est plus facile d'exister en s'opposant. Les identités se posent en s'opposant. Ça, c'est une des choses qui est claire, mais c'est le chemin facile, hein. C'est le chemin facile, ouais. S'opposer pour exister plutôt que s'épouser. Et c'est là la chose, elle nous pose la question de la notion de respect. Comme si le respect se posait avec crainte, plus qu'avec le sens. Il y a une différence entre les deux, hein. Poser le respect avec le sens, ça veut dire qu'on a intériorisé les choses. Poser le respect avec la crainte, ça veut dire qu'on a une espèce d'œil extérieur qui va se poser pour réguler notre comportement. Donc voilà. Mais je pense que on joue beaucoup sur les distinctions ethniques, distinctions sexuelles, distinctions de territoire ou de géographique pour exister. Parce que ça traduit peut-être l'effet d'une société qui nous pose en espèce de concurrents ou de petits compétiteurs. Francis Modérand, oui. Cette notion-là, pour vous, comment vous faites ? Comment l'école et vous qui avez votre établissement, vous pouvez à la fois réunir, c'était votre mot tout à l'heure, et en même temps prendre en compte une réalité. Quand c'est un parent d'élève qui dit il y a des frictions ethniques, vous ne pouvez pas les ignorer. Comment, au quotidien, très concrètement, quels outils vous avez pour finalement faire vivre tout ce monde ensemble ? Alors, je tiens quand même à redire que dans le monde des enfants et des préadolescents, le monde du collège en l'occurrence, ces confrontations à caractère ethnique, elles sont beaucoup moins marquées, on est sur un tissu beaucoup plus flou. Et donc, la distinction est importante. C'est-à-dire qu'elles apparaissent plus tard au lycée, elles se cristallisent peut-être un peu plus tard, au travers de certaines occurrences, de certains contextes. Mais dans le monde du collège, c'est quand même légèrement plus flou et on arrive donc beaucoup plus facilement à dénouer un écheveau de la violence parce que c'est justement plus flou. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un besoin identitaire qui est importé de l'extérieur, enfin qui est importé de la famille, de la société, selon vous ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de pulsions immédiates et que le moteur premier des phénomènes de violence entre préados, entre enfants que nous rencontrons, il n'est pas du côté de la confrontation des origines, il est plutôt sur des phénomènes de mise en valeur de l'élève en échec par des comportements alternatifs, sur des phénomènes effectivement de rapports de force. Je n'en dirais pas autant des rapports garçon-fille. Au collège, c'est très très marqué. Et donc nos outils, pour qu'il y ait vraiment des relations enfant-enfant, du travail, de la production au travers encore une fois, d'ateliers, de l'accès à la culture, d'ateliers de prise de parole, d'ateliers d'analyse d'incidents. Vous avez évoqué tout à l'heure les élèves médiateurs. Effectivement, aujourd'hui, dans un certain nombre de collèges, le dispositif de formation et de mise en action d'élèves médiateurs est maintenant effectif. Est-ce qu'il fonctionne ? Et un jeune élève qui est responsabilisé, mis en valeur, repéré par ses camarades de classe comme étant là pour dénouer très tôt les chevaux de la violence, ça marche bien dans nos établissements. J'ai envie de vous poser une question qui est un petit peu peut-être provocatrice, mais est-ce que cette problématique de la violence, Jean-Charles Ringard, au sein des établissements, aujourd'hui, n'est pas une telle préoccupation pédagogique que les enseignements premiers, c'est parfois un petit peu les raccourcis qu'on peut entendre chez certains parents ou les inquiétudes, que les enseignants premiers en pâtissent, tout simplement ? Non, c'est les situations de violence, je répète, je comprends qu'il y a eu ce fait divers regrettable et désolant, mais je réinsiste sur le fait que nous ne constatons pas aujourd'hui une aggravation par rapport à 2015. La seule aggravation qui me préoccupe de manière très sensible, c'est l'atteinte aux personnes. Bon, pour autant,
cette situation. Justement, j'insiste parce que cette atteinte aux personnes, ça veut dire qu'un enseignant face à sa classe peut se sentir aujourd'hui plus en danger qu'il ne l'a jamais été. Donc la relation de l'enseignant à l'enfant peut être déjà une crispation à l'instant zéro. Dans les atteintes aux personnes, juste alors si on rentre dans le champ des atteintes aux personnes, M. Toutiquet avait raison tout à l'heure, c'est-à-dire ce n'est pas tant les atteintes enfants-adultes que les atteintes enfants-enfants. En fait, dans l'augmentation des faits révélés par les établissements, là où il y a une vraie situation qui s'aggrave, c'est effectivement les atteintes entre les jeunes. Là, c'est pour ça que je souhaite limiter en quelque sorte la situation qui s'est malheureusement passée lundi. Elle est heureusement isolée. Mais elle n'est pas emblématique du quotidien. D'accord. Et deuxième point, par contre, le fait que nous ayons une aggravation des atteintes entre jeunes, et notre collègue Maudiran a parfaitement raison, la situation entre les filles, je dis bien entre les filles, mérite d'être analysée avec une certaine singularité. Parce que l'un des phénomènes que nous constatons à travers les signalements depuis 6 mois maintenant, c'est bien celui-ci. C'est que finalement l'augmentation des atteintes aux personnes est davantage liée aux augmentations des atteintes des enfants entre eux, mais parmi cette augmentation des atteintes des enfants entre eux, c'est les violences des filles entre elles. J'oserais presque dire que... Comment vous l'expliquez ? On a aussi beaucoup abordé la question des réseaux sociaux, alors à la fois qui font monter des situations de tension entre les enfants, mais aussi qui permettent, entre guillemets, de diffuser et donc d'inciter, peut-être de banaliser la violence. Est-ce que c'est l'un des facteurs ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, mais je pense que vous avez une partie de la réponse dans votre question, ce que disait notre collègue sociologue tout à l'heure. C'est-à-dire, on parlait de transgression à travers l'analyse du cas. Mais enfin, les jeunes filles aujourd'hui transgressent tout autant que les garçons. Et eux-mêmes ils ont franchi, si je puis dire, la barrière de la violence. La communication par la violence fait partie aujourd'hui, comme malheureusement ça se fait parfois pour les garçons, ça fait aussi partie, j'oserais presque dire, de leur patrimoine communicationnel. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que l'école a comme outil face à cette banalisation de la violence ? Mais ça rejoint ce que disait monsieur le directeur tout à l'heure et ce que disait aussi notre collègue sociologue, c'est-à-dire que en termes d'outils, il est clair que la première des priorités, c'est quand même de se rappeler que l'établissement est un établissement de formation. Donc, tout enseignement, fût-il centré sur une discipline, ne peut pas ne pas se porter aussi sur les valeurs, ne peut pas ne pas se porter aussi sur le bon équilibre entre les droits et devoirs de chacun. Quand M. Toutiquet en parlait des déséquilibres qu'il pouvait y avoir dans telle ou telle attitude, c'est extrêmement important le fait que la notion de respect, de justice des décisions, d'équité des décisions, d'explication des décisions, fasse partie, si je puis dire aujourd'hui, des outils que nous devons tous mobiliser. Un jeune qui ne comprend pas pourquoi il est sanctionné, ou qui ne comprend pas l'ampleur de la sanction eu égard au fait, évidemment il va, j'oserais presque dire, souvent et malheureusement, il va réagir. Donc, il importe, ça fait partie des outils, que d'abord, c'est dans la classe que ça se passe. D'abord, la formation participe de l'éducation. Et à travers elle, j'insiste sur la prise en compte et l'appropriation des valeurs, au-delà même de la prise de connaissance de telle ou telle discipline. Ça transcende la discipline. Les valeurs doivent transcender les disciplines. Mais en même temps, la manière de se comporter, la manière d'être, je sors du domaine et du champ du savoir, je suis dans le savoir-être, la manière d'être participe aussi de l'éducation. La première réponse, quand on est face à cette situation, c'est objectivement l'exemplarité. Il est important que nous, éducateurs, je dis nous, éducateurs, et je mets les équipes de chefs d'établissement, les enseignants, le vice-recteur, les parents qui réclament, et à juste titre, la coéducation. Et c'est en cela où il y a une responsabilité partagée, puisqu'il y a coéducation. C'est en cela qu'il y a responsabilité partagée. Et dans ce domaine-là, il importe que chacun puisse avoir, j'allais presque dire, des règles de bonne conduite. Des règles de comportement et de savoir-être qui fassent que l'adulte puisse être référent, puisse être exemplaire à l'égard du jeune. Si c'est l'inverse, comment voulez-vous alors que le jeune puisse se repérer,
puisse se référer. Il a besoin de cette exemplarité. Larry Coma, justement, cette exemplarité, est-ce qu'on n'en demande pas beaucoup, pas un peu beaucoup à l'enseignant aujourd'hui ? On en demande beaucoup. Parce qu'il a une triple fonction maintenant, l'enseignant. Il y a une question avec laquelle je me balade à chaque fois que je vais dans les discours ou que j'écoute les propos des uns et des autres, que ce soit les organisateurs sociaux, c'est est-ce que l'on forme des hommes, des techniciens ou des consommateurs ? Les hommes, c'est-à-dire quelle est la philosophie par rapport à la vie et quelle est l'émotion ? Technicien, c'est-à-dire quelle est ma fonction que je vais occuper dans la société ? Ou des consommateurs, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que je possède pour pouvoir exister ? Et à partir de là, voilà, l'individu doit se positionner dans ces trois mondes et ça n'est pas simple. Donc on attend beaucoup de l'institution, on attend beaucoup de l'école, on attend beaucoup de l'instituteur, à savoir qu'il doit permettre à l'individu de se construire en tant qu'homme, en tant que technicien et en tant que consommateur. Ça n'est pas simple, c'est une mission qui est assez difficile et auquel on se doit de répondre avec sa charge de pression. Sa charge de pression aussi le métier d'instituteur, sa charge de pression aussi les parents, sa charge de pression aussi l'individu, le jeune, sa charge de pression, les politiques qui doivent y répondre. Tout simplement, c'est un indicateur pour dire que la Calédonie, ça n'est plus une île, mais c'est un espèce de quartier du monde. Elle a rejoint le village mondial avec l'idée tout simple qu'elle s'inscrit maintenant dans la société mondiale économique. Et c'est là le point important, c'est que lorsque l'on vit l'économie, on vit le projet. Vous avez vu, on doit faire le projet de sa vie personnelle, on doit faire le projet de sa vie professionnelle. C'est bien traduit dans les discours. À chaque fois, il dit il faut faire, on doit faire, on va faire. Ça veut dire quoi ? Tout simplement qu'à chaque fois, l'individu, il se poursuit après lui-même. À 4 ans, on lui demande qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, il devient son propre étranger. À 14 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, il devient son propre étranger. Vous savez, on a toujours, on se poursuit avec un soi qu'on a invité dans nos viscères, dans nos organes, qui s'appelle un étranger. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, j'ose dire que la société calédonienne, en s'inscrivant dans le monde, peut-être elle produit des individus qui sont en rupture avec eux-mêmes et qui doivent se chercher, au même titre que la Calédonie à l'heure actuelle se cherche. Voilà. Francis Modero, je suis désolée, on va redescendre un petit peu, un petit peu sur terre, mais toujours ces enseignants, on le voit, un rôle très, très complexe aujourd'hui. Est-ce que vous les sentez armés ? Est-ce qu'ils ont envie de jouer ce rôle-là que la société leur demande ? Ils ont peut-être eu une casquette il y a quelques décennies un petit peu plus simple. Pour résumer le propos de Larry Coma, je crois que maintenant, on peut dire que l'enseignant a pour fonction d'accompagner l'adolescent, l'enfant, l'ado, vers le réussir dans la vie, plutôt que réussir dans la vie selon les critères imposés par les représentations qu'on connaît bien, réussir dans la vie. Et donc, ça amène l'enseignant à prendre en compte de façon totalement individualisée chaque élève, le connaître, être curieux de lui. Et vous disiez tout à l'heure, et c'est une réalité, que l'enfant, le préado, l'ado, se révèle dans la transgression et dans la confrontation. La confrontation, il ne faut pas voiler la face, elle est quotidienne dans nos établissements, parce que ça fait partie intégrante de l'enfant et de l'ado. Donc, effectivement, des situations de confrontation, les enseignants en connaissent quotidiennement, nous en connaissons quotidiennement. Ce qui étant, le rôle de l'enseignant, et nous l'y formons, et il y est formé, il y est préparé, c'est d'éviter l'escalade, et surtout d'éviter le sentiment d'injustice. Et donc, le dialogue, l'explication, comme le disait monsieur le vice-recteur, sont vraiment primordiaux. Et puis, l'enseignant, il se forme également, et nous contribuons à l'y former, j'allais dire à promouvoir, on va donner deux images, à promouvoir l'effet Pygmalion plutôt que l'effet Golem. C'est-à-dire l'effet Pygmalion, vous savez, en éducation, c'est ce qu'on appelle une autoprophétie réalisatrice, c'est-à-dire ce que nous pensons pouvoir tirer de nos élèves et ce qu'ils vont être la plupart du temps. Et donc, l'effet Pygmalion dans nos classes, c'est je suis sévère avec toi parce que j'ai de l'ambition pour toi. J'ai de l'ambition pour toi parce que je sais que tu as une véritable compétence. Je sais que tu as une véritable compétence parce que je suis curieux de toi. Je suis curieux de toi parce que je t'aime. J'aime les élèves. Cette posture-là est une posture qui est une réelle posture volontariste, une réelle posture d'accompagnement
d'accompagnement positif. Et les enseignants qui forment, ils sont confrontés régulièrement, je dirais, à cette nécessité impérieuse. Et donc, ça passe aussi par l'ambition. Simplement pour dire que Golem, c'est le monstre qui veut qu'on ait souvent des ambitions un petit peu pessimistes pour nos enfants, pour nos élèves, et que quand un professeur dit cet élève, cet enfant au conseil de classe, il travaille beaucoup, je ne crois pas qu'il puisse beaucoup plus. On est dans le golem, on est dans finalement le pessimisme quant à l'enfant, et ça c'est une situation qu'il faut éviter en tout point de vue dans nos établissements scolaires. Donc voilà, nos enseignants se forment, nos enseignants ont ces compétences-là peu à peu, et effectivement, dans l'extrême majorité des situations, une confrontation se résume à un acte éducatif. Très très rapidement, il nous reste quelques minutes. Jean-Charles Raguer, vous vouliez juste prolonger en étant totalement d'accord avec les propos qui viennent d'être dits. Simplement, vous parliez d'outils, encore un exemple. Je souhaite qu'effectivement, dans le cadre du projet éducatif de Nouvelle-Calédonie, que se mettent en place des formations partagées entre les familles et les enseignants. C'est-à-dire que, puisqu'on parle de coéducation, il est important que nous parlions le même langage. Il faut se comprendre d'abord. Peut-être aussi le moyen que justement l'enseignant puisse connaître un peu mieux cet élève qu'il a en face de lui. Il y a sur ce territoire, comme je l'ai pu le connaître en métropole, des codes sociaux, des codes langagiers, qui ne sont pas, pour telle famille, totalement identiques au code de l'école, et réciproquement. Il y a des écarts de code, il y a des écarts de langage, il y a des écarts de langue, il y a des écarts de représentation. Je pense que, et je m'y emploierai, je prends un engagement, qu'il est important qu'on puisse rapprocher, dans une logique de coéducation, dans une démarche positive à l'égard des jeunes. Le gamin il progressera d'autant plus et d'autant mieux qu'on lui fait confiance et qu'on l'installe dans une démarche positive. Mais en même temps, lorsqu'il transgresse, il doit aussi comprendre que ça fait partie de l'éducation de dire « là, tu as fauté ». Ça fait partie de cette éducation. Pour avoir cette approche-là, très rapidement, il est absolument nécessaire que l'on concilie, que l'on développe les rapprochements entre le milieu de l'école et le milieu de la famille. Et je pense notamment pouvoir dire que l'an prochain, on l'a déjà initié ici ou là, je pense en particulier à Thio, mais je pense qu'il faut que nous ayons davantage de formations partagées. Quand je dis formation, ça ne veut pas dire qu'on va donner des leçons, c'est pas ça le sujet. C'est de pouvoir partager, avoir des lieux dans les établissements où on discute de telle ou telle situation, sans invectiver, en plein respect des uns et des autres. Mais c'est essentiel que la réponse puisse être partagée, qu'elle vienne à la fois des familles et qu'elle vienne à la fois de l'école. Réponse partagée et communément admise, et par conséquent, communément mise en œuvre. Jean-François Touquian, vous aurez le mot de la fin. Ces formations conjointes, tous les parents seraient susceptibles d'y adhérer. Est-ce qu'aujourd'hui, l'école ne fait pas encore peur à certains parents ? Oui, l'école fait peur, et d'ailleurs, si vous allez à Dambéa-sur-Mer, vous êtes accueilli par un énorme portail. Vous pouvez pas rentrer, il y a un escalier de 20 mètres et on vous surplombe, on vous regarde de haut. Vous n'avez pas accès à Dambéa-sur-Mer. Donc moi, je plaide également pour des établissements plus accueillants, à la fois des élèves au niveau architectural et des parents. Mais ce sera pareil aussi pour les personnels. Ils seront beaucoup mieux dans un établissement ouvert, aéré, un établissement au bord de la VDO. Enfin, vraiment, cet établissement, il est horrible. J'hallucine comment on a pu construire un collège pareil. Je souscris tout à fait à ce qu'a dit le vice-recteur. On l'a demandé, c'est inscrit dans le statut des EPINC. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans ces formations ? Il doit y avoir effectivement, c'est tout à construire parce que c'est tout nouveau, ça vient d'être inscrit dans le statut des établissements publics de Nouvelle-Calédonie, cette notion de coéducation et cette notion de formation conjointe. Je pense qu'il faut le faire ensemble, mais il me semble qu'il faut déjà qu'il y ait un échange sur les différents codes, comme a dit monsieur le vice-recteur, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'enseignants qui arrivent en Calédonie, mais qui maîtrisent pas du tout le contexte local, qui s'amusent même à dire dans les classes, vous savez, moi j'ai enseigné dans le 9-3, j'ai enseigné dans tel ZUP, mais les élèves, ça leur passe complètement à côté. Donc ceux-là, il faut à tout prix qu'ils se mettent à l'écoute des parents et des enfants et puis qu'ils intègrent qu'ici, ils sont en Calédonie et pas ailleurs.
Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission que vous pourrez entendre ou réentendre sur nos ondes dimanche à 17h, au cœur du débat, qui sera bientôt sur notre site internet www.ncpremière.nc. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous retrouvez tout de suite Sandrine avec musique.